connais mon ami un clown bien ridicule et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. نحن اليوم بباريس بالتريزيام اغونديسمون بنعرف قد ايه في لبنانيه عايشين هون، واليوم صار الساعه 1 ورايحين على عند فينوس خوريغاتا الكاتبه اللبنانيه الفرنسيه العالميه تنتعرف اكثر على فينوس الامراه، فينوس الانسانه، فينوس الزوجه وفينوس الام، وخاصة فينوس الكاتبة اللي كتبت أكثر من 40 كتاب ما بين رواية ودواوين شعر، وكتبت عن لبنان وعن المرأة وعن المعاناة. إنسانة رائعة رح نتعرف أكثر عليها، وبهالمناسبة كمان نشوف وين عايشة وكيف عايشة، وتكون كمان تحية كبيرة لكل اللبنانيين اللي عايشين برات لبنان. Vénus Khouréghata, bonjour. Merci de nous accueillir dans ta très belle maison sur l'avenue Raphaël. Je sais que Raphaël est un prénom qui vous tient à cœur. Beaucoup. Mon petit-fils s'appelle Raphaël, c'est l'homme de ma vie. On dit que vous êtes une femme plutôt austère, triste, très mystérieuse. Mais je vois bien, je découvre Vénus qui a beaucoup d'humour, un humour très fin. Vous savez, dans mes romans, on me dit toujours que j'écris des drames et des tragédies, mais avec beaucoup d'humour. Je crois que l'humour rend, et la politesse plutôt, des situations difficiles. On n'a pas à jeter ces états d'âme, ces malheurs à la face du monde. On devient insupportable. Il faut savoir alléger, rendre ludique. Donc si vous êtes un peu austère, c'est à cause de cette enfance que vous avez vécue avec un papa dur, avec des drames qui sont arrivés en famille. Tiens, je le fais pour la première fois. Ma famille, je suis née d'un père militaire, un homme très cultivé, et d'une mère qui n'est pas très cultivée, qui n'a pas fait des études, une infirmière, mais qui était très ambitieuse pour moi et pour mes sœurs, et pour mon frère aussi. Elle voulait qu'on fasse toujours des études pour devenir autre, pour devenir mieux, pour sortir de notre milieu. C'est grâce à ma mère que Maïm Nassa, moi-même, nous sommes devenus ce que nous sommes. Bien, c'était une enfance d'une grande austérité, d'une grande rigueur. Il fallait tout le temps travailler, tout le temps être les premiers de la classe. Sinon, il y a un sentiment de culpabilité. Beaucoup de vous. Beaucoup. Il y avait un sentiment de culpabilité permanent. Si j'étais la deuxième en classe, j'avais envie qu'une voiture me renverse pour ne pas affronter mon père. Donc, ils m'ont habituée à être toujours la première. J'arrive à Paris, personne ne me connaissait. J'arrive dans un Paris où je n'ai pas d'amis. J'ai un homme que j'aime, que j'ai suivi. Je lui fais un enfant, je ramène mes 3 autres enfants du Liban, mes enfants libanais. Il y a la guerre au Liban, j'étais habituée à un Liban qui me fêtait tout le temps. On parlait de moi dans les journaux, on me faisait des films comme vous le faites aujourd'hui. On parlait de moi tous les jours même dans les potins. On disait, elle était à tel dîner, elle portait une robe longue. Il a fallu que j'apprenne la modestie, à n'être connue
de personne, que personne ne parle de moi. Je n'étais même pas connue dans le milieu littéraire. J'avais publié un livre ou deux qui n'étaient pas importants, que je rejette maintenant. Je rejette la moitié de ce que j'ai écrit. Je garde seulement une vingtaine de mes livres. Tout le reste était dû à une fille jeune qui a écrit, publié quand elle était très jeune. On lui a monté la tête au Liban. On lui a dit « Ah, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ». Il a fallu que j'affronte le milieu français littéraire très exigeant. Il ne sait pas parce qu'on est un joli brin de fille qu'on a des papiers dans les journaux. Voilà. C'était l'apprentissage de la modestie et de l'isolement. Un isolement qui m'a beaucoup aidé pour écrire. J'ai beaucoup écrit. 42 livres en 35 années de vie à Paris. C'est beaucoup, avec beaucoup de traductions et de voyages et tout ça. J'ai eu plusieurs vies, Karen. J'ai eu une vie modeste chez mes parents, une vie douloureuse, je dirais, puis une vie mondaine et une vie de mère en épousant Joseph Rouly, un grand bâtisseur, un grand constructeur. Et après, il y a eu une vie à l'ombre d'un homme brillantissime, un grand scientifique, mais en même temps un grand génie sur tous les plans. Quand il parlait musique, quand il parlait poésie, quand il parlait peinture, il était entouré de peintres. Il était le médecin de la galerie Mag, et avec lui j'ai connu les plus grands noms, dont Miro, dont Tapies, dont Bram van Velde et d'autres. Mais ils sont tous morts. Je suis la seule survivante presque de ces gens-là. Donc, racontez-moi un peu plus cette enfance, les relations avec vos parents, les relations avec votre sœur, et vous aviez un frère aussi qui est décédé. Un frère qui était un bon poète. S'il avait vécu, s'il avait écrit, il aurait été plus grand poète de la famille, il aurait été meilleur que moi. Vous lui avez dédié un livre? Il aimait vivre. Moi j'aime écrire. Il y a écrire ou vivre. Il faut choisir. J'ai choisi d'écrire, il a choisi de vivre. Il est venu à Paris, il a proposé ses poèmes à des éditeurs. Il n'a pas pu être publié et il s'est mis à se droguer. Il est revenu au Liban, on l'a interné et puis il a fini dans un asile de fous. Il est mort mal, mais il y a Maï et moi, il nous a légué sa plume et nous avons écrit à sa place. Nous avons parlé de lui, Maï parle de lui dans son dernier livre, Makanet l'Khiata, Maï parle de Victor, je parle de lui dans La maison au bord des larmes, on le fait vivre à notre manière. Donc on a eu une enfance douloureuse à cause de ce drame de notre frère. Ça a beaucoup assombri notre vie. Mais nous avons su nous en relever. Nous sommes fortes. Nous sommes comme toutes ces femmes de Pcherri. Je les ai vues, ces femmes, en train de descendre jusqu'à la vallée pour arracher quelques plantes à leur jardin en bordure de la Kadisha. Parce que c'est là-bas qu'on plante des tomates et des aubergines et des koussa et des je ne sais pas quoi. Je les ai vues en train de souffler sur le feu. Elles avaient des forges dans leur poitrine, ces femmes. Je les ai vues en train de laver les draps, de les sécher au soleil. Je les ai vues à Bnahle. C'est un village au-dessus de mon village où tout le monde va là-bas parce qu'il y a les pommiers. Et le soir, elle secouait les draps pour faire fuir les renards, les chacals qui viennent autour de leur poulailler. Je suis de la race de ces femmes. Je ne me considère jamais vaincue par la vie. Après la mort de mon mari, j'aurais pu m'effilocher. J'étais complètement déprimée. J'aurais pu ne plus jamais écrire. Je ne savais plus écrire. J'étais devenue complètement déséquilibrée, disloquée. Eh bien, j'ai repris de la force et j'ai réécrit. Et j'ai pu élever ma fille, et j'ai pu donner à ma fille l'envie d'écrire aussi, elle écrit aussi. Et mon fils aussi écrira ça, voilà. Donc vous avez la littérature qui coule dans votre sang. On remarque dans votre famille, vous êtes trois et vous êtes trois à adorer les mots. La littérature m'a toujours sauvée, Karen.
chaque fois que j'allais très très mal, il y avait des amis autour de moi qui me disaient « mais écris pour t'en sortir ». Je me rappelle d'Alain Bosquet qui m'appelait dans le midi, je faisais une dépression terrible après un an que mon mari était parti. Je ne savais pas porter la vie sur mes épaules. La moindre lettre du trésor public, la moindre lettre d'un avocat ou de quelque chose, et je m'effilochais. J'étais une femme libanaise protégée par l'homme et brusquement je dois tout assumer, une clinique privée qui était à celle de mon mari, avec un personnel qui faisait tout le temps des grèves contre moi, comme si j'étais la grande gérante, la riche bourgeoise qui puise le sang des autres, des misérables. Donc c'était très difficile. S'il n'y avait pas la guerre dans mon pays, je vous assure, je serais retournée au Liban. Mais où amener une fillette de 6 ans dans un pays qui brûle? Donc il fallait que je reste là et que j'affronte tant de difficultés. Je m'en suis sortie. Mais jusqu'à maintenant, la moindre contravention sur ma voiture et je fonds en larmes. Vous êtes d'abord une femme libanaise, une femme orientale qui vit en France, en Europe, dans un milieu très occidental. Comment vivez-vous ce côté oriental en Occident? Bonne question. Du côté oriental, que j'aurais voulu garder, une femme protégée, une femme un homme qui affronte l'État. L'État est trop présent en France. Vous avez tous les jours 3, 4, 5 petites lettres qui vous demandent de faire ceci, de remplir des formulaires, de faire ceci, cela. Eh bien, de la femme orientale, je n'ai gardé que la cuisine, je dirais, et l'amour des gens. Quand je ne suis pas assaillie par les difficultés de la vie, il y a beaucoup de difficultés à vivre, il faut assumer la vie en France, elle n'est pas facile. Vous êtes tout le temps en train de prouver à l'État que vous n'avez pas tué, que vous n'avez pas volé, que vous n'avez pas fait des choses en dehors des lois. Tout le temps montrer patte blanche quand vous avez des responsabilités. Quand je ne fais pas ça, je redeviens l'oriental qui a envie de réunir autour de sa table des gens, de leur faire aimer cette cuisine libanaise. Et ces gens sont des gens qui écrivent, des gens qui peignent, des gens qui font de la musique, des jurys. Et c'est extraordinaire de les voir en train d'aimer le Liban à travers ma cuisine. Je jardine aussi. Et qu'est-ce que je plante? À côté des fleurs, je plante du persil pour faire le taboulé. Je plante des herbes que je ne trouve pas, que j'amène du Liban et que je plante dans mon jardin. J'ai toujours envie d'avoir une partie du Liban dans mon jardin, sur ma table. Et j'aime réunir mes amis écrivains libanais avec mes amis écrivains français. C'est la seule manière de faire connaître des talents libanais. Et j'en découvre tous les jours. Il y a une semaine, à l'émission de Bunel, l'émission de télé qu'on m'a faite, il y avait une Yasmine Char, et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle je ne sais pas quoi, mais elle raconte son enfance dans un Liban en guerre et puis son arrivée en France. Donc les talents libanais, ils sont nombreux, il faut les faire connaître en France, il faut les aider à se faire publier. C'est pourquoi j'ai créé le prix Mac Jacob étranger. Le prix Mac Jacob français était donné à des Français. Et j'ai créé le prix Mac Jacob étranger qui a été donné à Adonis, à Isa Makhlouf, à d'autres. Il faut les faire connaître. Et j'ai créé aussi le prix du roman arabe qui a été donné à Elias El-Khouri. Il m'a dit, tu as créé un prix pour moi. C'est vrai, la première fois. Ça faisait des années que je parlais d'Elias El-Khouri au prix féminin étranger, prix Médicis étrangers. Ah oui, oui, on va le lire. Et puis ils ne l'ont pas. J'ai créé le prix avec la Ligue arabe. On l'a donné à Khouri, à Ritani, on l'a donné à Sonal Labrahim, on l'a donné à Rachid Boudjedra. J'aime que le monde arabe existe littérairement en France. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient
de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle. نحن بباريس مثل ما شايفين وراي البون الكسندر قدامي ميزي ديز انفاليد، وهيك بنكون اكتشفنا طفولة فينيس خوليغاتا اللي كانت صعبة. مثل ما شفنا كان ممنوع يضحكوا وممنوع يسمعوا موسيقى، ولكن طلعوا مبدعين كتاب هي واختها، وخيها كان يكتب قبل ما يتوفى. ورح نتعرف ونكتشف أكثر عن حقيقة فينيس خوليغاتا الإنسانة واللبنانية والأم، بس من بعد هالبريك الإعلاني. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires. Quel est donc ce lien entre nous, cette chose indéfinissable? Donc en 1959, vous rencontrez Joseph Khoury. Est-ce que c'était un mariage d'amour ou un mariage arrangé? Racontez-nous un peu comment vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui vous a rapporté ce mariage? Certainement pas un mariage arrangé. Un ami de la famille m'invite à aller avec lui à une célébration d'une ouverture, pas d'une ouverture, un homme, un entrepreneur avait fait installer toute l'eau du Liban Sud après un tremblement de terre. Il a fait quelque chose d'exceptionnel, paraît-il, disait-il. Il a fait quelque chose qu'on fait en 6 mois, il l'a fait en 3 mois, il a réinstallé toute l'eau du Liban Sud. Et cet homme s'appelait Joseph Khoury. Alors on célébrait l'ouverture, c'était avec le président Chamoun, et cet ami de la famille m'amène là-bas. Et je lui ai plu. Il est venu me demander en mariage à mes parents. À l'époque, je faisais mes études de lettres, j'ai dit non, mais 6 mois après, je le rencontre dans la rue, comme ça, il arrête sa voiture, et il me dit, vous avez réussi à votre examen? Je dis oui. Il me dit, vous pouvez m'épouser maintenant? J'ai dit oui, je l'ai épousé, on a eu 3 enfants, c'était magnifique d'avoir 2 garçons, une fille, on était très heureux, puis quand il a fait fortune, ça a mal marché. La fortune lui est montée dans la tête. Il a commencé à regarder beaucoup d'autres femmes et m'est monté dans la tête. J'ai commencé à devenir une grande mondaine. Nous n'avons pas résisté. Moi, devant la vie mondaine que j'ai trouvée extraordinaire, tous les soirs sortir en robe longue et dans les grands dîners, dans les ambassades, on me faisait beaucoup la cour. Une vie très ludique et très futile et très légère et banale, d'une grande banalité, mais c'était sympathique. Pour la première fois de ma vie, je me voyais en train d'être séduisante, de plaire, on parle de moi dans les journaux, dans les potins mondains. On a mené cette vie pendant 3 ans et notre couple s'est disloqué à cause de la fortune qu'il a faite. Je crois que si nous étions restés des gens simples, avec des moyens, une vie simplement aisée, on aurait pu continuer. Mais l'argent a fait craquer le couple. Donc vous avez mal géré la fortune et la célébrité. C'est un peu comme les papillons qui sont attirés par la lumière et quand ils s'approchent, ils se brûlent les ailes. Je me rappelle d'une ambassadrice de France, elle me disait, au lieu d'aller d'un bal à un dîner, va voir ton mari, il a une amie, fais attention, garde ton mari.
Je me disais, mon mari, qu'est-ce qu'il va devenir? Nous avons 3 enfants, il ne peut pas partir, il ne va pas cesser d'aimer sa famille. Eh bien non, elle avait raison, cette femme. C'était Madame Dufournier, un très bel ambassadeur, Bernard Dufournier. Je me rappelle de lui, il est mort actuellement. Eh bien, elle avait raison. Nous n'avons pas résisté devant moi, la célébrité. Célébrité quoi? Qu'on parle de moi dans les journaux libanais, qui est mes photos partout. J'étais jeune, j'étais jolie, et les journaux de langue arabe, de langue française parlaient tout le temps de moi, et je croyais que j'étais une grande, une star. Nous avons tous les deux déconné, excusez-moi le terme. En 1972, vous rencontrez l'amour de votre vie, le professeur Jean Gatta, au Liban, et puis la même année, vous l'épousez et vous venez en France. Racontez-nous un peu. Je crois que le bonheur, Karen, va au-delà de l'amour. Quand vous me dites c'est le grand amour de votre vie, mais je ne sais pas, j'ai aimé, je suis une femme d'un certain âge, j'ai été aimée, j'ai aimé. L'amour est grand quand il y a fusion entre les êtres, plus que physique. Oui. Psychique, mental, artistique, intellectuel. Cet homme lisait mes livres, me disait, mes manuscrits, me disait, là, ça ne va pas, tu vas développer ce personnage, là, tu oublies. Il m'amenait dans un milieu que je n'aurais jamais rêvé connaître, que ce soit sur le plan artistique ou le plan scientifique. C'était plus que du bonheur. C'était une harmonie totale. Et je me rappelle d'une chose, quand je l'entendais parler à table, chez nous ou chez les autres, il était très éloquent, il était brillantissime, et je disais, je veux vieillir avec cet homme, dans mon cœur, je veux vieillir avec lui, je veux vieillir avec lui. Pourquoi je disais cette phrase? Est-ce que je sentais qu'il allait mourir à 52 ans? Est-ce que je sentais que je n'allais pas vieillir avec lui? Bien, je suis en train de le faire vieillir dans mes livres, je le raconte dans mes livres. Je lui donne chaque année une année d'âge en plus dans mes livres. Il continue à vivre avec moi, je le suis pas à pas. Je ne suis pas la seule à le suivre, je ne suis pas la seule à le faire vivre. Il y a ma fille aussi, dans ses livres, dans le dernier Muette, elle raconte son père aussi. Nous ne voulons pas le laisser mourir, nous voulons qu'il revienne à la vie, en vie, dans chacun de nos livres. Donc vous arrivez en 1972 à Paris, vous connaissez personne, et vous êtes là, une auteure, un poète célèbre. Qui vous a aidé au début de votre carrière? Certainement Alain Bosquet, qui a dit voilà un poète exceptionnel. Je m'excuse de dire exceptionnel de moi-même, c'est lui qui l'a écrit au Monde, c'était le premier article que j'avais. Non, je peux le dire moi-même. Voilà, et Pierre Segers, l'éditeur. Et après, il y a eu d'autres poètes qui sont venus et qui ont lu et qui ont apprécié. Et petit à petit, je me suis vue au milieu d'un entourage poétique de très grande qualité, les plus grands. Même j'ai des lettres de René Char, j'ai des lettres de tous les grands poètes qui ont vécu à cette époque et qui ne sont plus de ce monde. Ce que je donnerai, mes archives à Lima, contiennent des lettres extraordinaires, même des lettres d'amour de certains qui m'aimaient comme on aime quand on est poète, on aime par écrit plutôt qu'autrement. Donc j'ai été acceptée par les poètes en premier, et puis un jour, Régine Deforge, qui était une amie, qu'avait amené chez moi à la maison Camille Abou-Souan. Il m'a dit, je vais te faire connaître la plus belle femme de Paris. Elle est venue déjeuner, nous sommes devenus amis. Elle venait déjeuner chez moi avec son homme de l'époque, qui est Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur. Elle me dit, tu vas écrire un livre pour moi. Et c'est comme ça qu'elle m'a mis les pieds à l'étrier. Elle m'a mis les pieds dans ce qui s'appelle la prose, le roman. Je me croyais seulement poète. Elle m'a donné envie de faire de la narration. Et quand il y a eu la guerre du Liban, la poésie ne me suffisait plus. Il fallait que j'aille dans le roman. On ne peut pas raconter en poésie une tragédie aussi terrible qui a duré aussi longtemps. Donc vous aviez besoin d'écrire sur la guerre. On retrouve beaucoup
du Liban, de la guerre dans vos livres. Est-ce une façon de vous consoler? Est-ce une façon de partager la guerre avec ces Libanais? De partager. De partager leur guerre. Je n'étais pas là-bas, j'étais ici. J'avais plein de problèmes. Un mari qui est mort. Et une enfant qui réclame son père. Elle a 6 ans. Tous les jours, où est mon papa? Je disais, il est au ciel. Elle me disait, mais non, je ne le vois pas. Je veux le regarder avec mes yeux. Bien. Alors, je ne pouvais pas amener cette petite au Liban, sous la mitraille et sous les bombardements et sous les obus. Donc, j'étais là. Et j'avais honte d'être là, bien protégée. J'écrivais à longueur de journée, je racontais la guerre, je racontais mes compatriotes, je me protégeais derrière la page blanche, alors que mes compatriotes marchaient à visage découvert devant la mitraille. Eux, ils n'étaient pas protégés. Moi, je noircissais des pages, eux, leur vie était noire. Et quand je sortais dans la rue, j'étais à demi folle. Le deuil de mon mari, la guerre de mon Liban, mais mon fils Rassan qui voulait à tout prix aller au Liban se battre avec les Libanais ou partager la vie des Libanais. J'avais tellement peur, j'étais tellement là-bas dans mon esprit, dans mon corps, que quand je sortais dans la rue à Paris, je rasais les murs comme s'il y avait des snipers et des francs-tireurs sur tous les toits de Paris. J'étais fâchée avec la langue française parce que la France n'envoyait pas de l'aide aux Libanais pour faire cesser cette guerre. Je me rappelle, une fois, je suis rentrée dans une pompe à essence et je lui ai dit Abil el benzine, chifle les zait ou chifle le frame. J'ai parlé en arabe. Je ne voulais plus parler en français, j'étais fâchée avec la France. Que vous viviez votre guerre à vous. Oui. Vous transposez la guerre du Liban, que vous la ramenez là, en France, pour la vivre à votre façon. J'ai transposé la guerre du Liban ici. J'étais en guerre contre le fisc, le trésor public, qui m'écrivait tous les jours. À cause de la clinique privée de mon mari, ils voulaient saisir mon frigo, ma voiture. Ils ont mis des choses, je ne sais pas comment on les appelle, rouges, de la cire rouge, sur ma voiture qui était pleine de contraventions, sur mon frigo. Mais quand quelqu'un meurt dans ce pays, quand il y a mort et quand il y a divorce, le trésor public et l'État devient un vautour. Il veut vous déchirer. C'est incroyable, ce pays magnifique, extraordinaire, qui est à l'apogée de la civilisation. Et quand quelqu'un est dans le malheur, dans le deuil ou dans le divorce, il devient d'une cruauté incroyable. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanquis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine je vais, je viens, je vire, je نرجع لكم من مدينة الحب باريس، وهالحب اللي حرق لها قلبها لفينيس خوريغاتا. تزوجت أول مرة وفكرت إنه الحياة بكل بساطة هي ظهرة ورقصة، ولكن تعرفت على الحب الحقيقي مع زوجها الثاني اللي بقي حرقة بقلبها حتى من بعد موته. بقي الحب بقلبها وبحياتها وساكن أحلامها. رح نكتشف أكثر بعد عن حياتها لفينيس خوريغاتا، ولكن من بعد هالبريك الإعلاني. Se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape. Le long des rives de la Seine, des lumières qui se
déjà été traduite en 15 langues, plus de 44 livres. Vous avez été mariée 2 fois, vous avez eu 4 enfants, vous avez vécu une vie au pluriel, une vie riche. Vous avez traversé des tempêtes, peut-être aussi vous avez eu vos coins de paradis. Est-ce que vous regrettez une partie de votre vie? Est-ce que si vous avez la chance, l'opportunité de refaire votre vie, vous aimeriez effacer une partie? J'aimerais bien effacer un peu la vie mondaine que j'ai vécue à Beyrouth. Elle n'était pas longue d'ailleurs, c'était pendant 3 ans ou 4 ans. J'ai commencé à sortir dans ce milieu à partir de 27 ans et à 31 ans j'étais déjà divorcée, je vivais en France. Donc 4 années de grande futilité qui ne m'ont rien apporté. Ça, je l'effacerai. Le seul regret, le vrai regret de ma vie, c'est que Jean Gatta ne soit plus là, c'est tout. C'est le seul grand regret de ma vie. À part ça, j'accepte tout. Je prends tout en vrac. Même l'enfance, à l'ombre d'un père tyrannique qui ne supportait pas qu'on rit à la maison. On devait tout le temps... Dans une maison où il n'y avait que des livres scolaires. Pourquoi cette faim en moi de lecture? C'est parce qu'à la maison, il n'y avait que des livres scolaires. Rien n'était admis à part les livres d'école. Donc maintenant, j'ai 73 ans et je continue à vouloir tous les jours, je dis à mon éditrice, tu me sauves de la faim. Elle me dit quelle faim? Je dis, s'il y a une guerre civile, j'irai chez toi faire mes provisions. Elle me dit quoi? Je vais te donner de la farine, du biscuit, du riz, du sucre. Je dis non, des livres pour traverser la guerre. Si Jean Gatta n'était pas mort, qu'est-ce que vous auriez fait aujourd'hui avec lui? Comment vous passeriez vos moments ensemble? Avec lui, on se retirerait loin de Paris, qui empêche le vrai travail en profondeur. Parce que j'écris bien quand il y a des fêtes et des vacances qui éloignent tout le milieu littéraire loin de Paris. Ils s'en vont tous, ils ont des maisons à la campagne, dans le Midi, et moi je reste seule les 2 mois d'été, et c'est là que j'écris. Et donc, s'il était encore en vie, on aurait été très souvent dans notre maison du Midi et on aurait écrit tous les deux, lui des livres scientifiques et moi mon œuvre, voilà. Vous avez vécu 7 ans avec Jean Gatta. Vous disiez qu'il est un homme froid, un scientifique, mais est-ce qu'il vous a apporté de la tendresse, de la chaleur? Comment était votre vie intime? Est-ce qu'il était chaleureux dans son envers? Il avait beaucoup de tendresse. C'était un être pétri de tendresse, surtout pour son enfant, pour Yasmine. Certainement, il était ému par moi parce que j'étais sa première femme. Il s'était jamais marié auparavant. Il a découvert une femme, une maison qui est venue s'installer. Il n'avait même pas une maison avant. Il a découvert la femme, la famille, les enfants. Je lui jette à la figure 3 grands enfants, 2 garçons qui se battent avec ces objets magnifiques, raffinés qu'il avait à la maison. Il venait, il disait, voilà, on va faire la paix, on va discuter ensemble. Était d'un calme, d'une diplomatie. Et puis on a eu Yasmine très vite. Il était fou de sa fille. Et je crois que s'il est resté 23 jours dans le coma, à ne pas vouloir mourir, parce qu'il aurait pu mourir tout de suite dans l'opération du cœur, c'est parce qu'il voulait vivre pour voir sa fille. C'est l'envie, le désir de vivre pour cet enfant qu'il a adoré, son seul enfant, qui l'a fait tenir 23 jours en soins intensifs. Je vois que vous souffrez encore de sa disparition, en tout cas. Oui, je ne sais pas si c'est de la souffrance, Karen. Je sais que j'ai envie qu'il soit là, qu'il assiste à ce qui m'arrive.
Parce qu'il disait, ma femme aurait le Goncourt. J'en étais à mon premier petit roman de rien du tout. Il disait, elle aura le Goncourt. Et voilà que 30 ans après sa mort, j'ai le Goncourt de poésie. J'aurais voulu qu'il partage avec moi ce qui m'arrive. C'est un conte de fées auquel je ne m'attendais pas du tout. Il y a eu de la réticence. On a de la réticence envers une Libanaise, une Arabe qui arrive à Paris. C'est un milieu qui vous juge, qui vous accuse. Vous devez tout le temps être parfaite, être modeste, ne jamais vous montrer. Par exemple, j'ai le prix Goncourt de poésie. 3 jours après, il y avait autour de ma table le jury du prix Marc Jacob. Aucun d'entre eux ne m'a dit bravo. Aucun de ces hommes. 10 hommes qui sont venus manger ce que j'avais préparé de mes mains. Alors l'un d'entre eux, en partant, il m'a dit « Ah, ce qui paraît, tu as eu ce prix ?» J'ai dit « Oui, oui, mais ce n'est pas d'importance. » Il voulait le donner à une femme peut-être, à une étrangère. Il faut toujours faire profil bas. On n'accepte pas les conquérants, on n'accepte pas les battants, on me reprochera toujours dans ce milieu de poètes d'être traduite en 15 langues, d'écrire des romans qui m'ont fait connaître. C'est pas la poésie qui fait connaître à l'étranger, c'est le roman. En tout cas, des auteurs comme vous restent immortels. C'est charmant de dire immortels. Mais je me rends compte que l'étranger m'a accepté et m'a fait une place importante avant Paris. C'est la Suède, où j'ai une éditrice qui publie tous mes livres, où on m'a rendu un hommage au musée de la Méditerranée il n'y a pas longtemps. Je suis partie avec 39,8 de fièvre. Je suis revenue avec une endocardite, une très grave maladie du cœur. J'ai dû me faire hospitaliser. Mais ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas morte. Il faut faire vivre mes livres. Si je meurs, eux vivront après moi, à ma place. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite, quand j'ai eu le Grand Prix de l'Académie française, vous savez ce que j'ai fait, Karen? Je me suis sentie pour la première fois, au bout de 40 années de vie en France, que je suis acceptée par les Français. On me donne le Grand Prix de l'Académie française. J'ai écrit tout de suite une lettre au cimetière Montparnasse pour leur dire « Est-ce que vous aurez une concession pour moi ?» Alors depuis, j'attends la réponse de la ville de Paris. Est-ce qu'il y a une place pour Vénus Kourigata dans ce cimetière Montparnasse? Je ne sais pas. Sinon, je vais me faire incinérer. Donc pour vous, la mort, ce n'est pas un drame. C'est un voyage pour aller retrouver l'homme que vous aimiez et qui est parti. La mort, pour moi, n'est plus la mort depuis que je l'ai acceptée. Avant, j'étais rebelle, révoltée. J'en voulais à tous ceux qui m'écrivaient des lettres. La mort de Jean Gatta nous a attristés, nous a choqués, Je disais, ils sont jaloux. Mort, pourquoi ils disent qu'il est mort? J'en voulais et je ne répondais jamais à ces lettres. Quand je l'ai accepté, j'ai écrit Monologue du mort. Monologue du mort qui est un grand livre, une anthologie de poésie qui est parue chez Actes Sud. Et Monologue du mort fait vivre le mort sous terre. Il vit sur les bruits de ce monde. Il boit les vapeurs des sources, les vapeurs des fleuves. Ils boivent, ils mangent l'odeur du pain. Ils continuent à vivre. Nous vivons sur leur silence, ils vivent sur nos bruits. Il n'y a pas de mort. Meurt celui qui n'a rien laissé derrière lui. Exactement. Ni enfant, ni écriture, ni un petit lopin de terre, même pas un arbre. Il suffit de planter un arbre pour ne pas mourir. L'arbre remplace l'homme. Vous avez reçu beaucoup de prix littéraires dont vous avez parlé et vous êtes membre de plusieurs jurys. Sur quels critères jugez-vous un livre ou un auteur et personnellement surtout? Je ne suis pas la seule, je suis un membre du jury, entre autres. Je suis dans 12 jurys, il y a des prix Saint-Gore pour le prix du premier roman francophone. Et il y a le prix des 5 continents, qui est de la francophonie aussi. J'aime tout ce qui est francophonie. Que les Français se donnent des prix entre eux. Je ne veux pas y rentrer. Je donne assez de prix, je suis dans assez de jurys de poésie française. Mais j'ai pu insérer
le prix Max Jacob étranger, pour donner de la poésie, un prix de poésie à des poètes étrangers. Ce qui fait que je suis toujours entre deux langues, deux pays. Je voudrais insérer l'arabe dans le français, faire connaître cette langue arabe et ses écrivains arabes en France, faire que, comment vous dire, que, je ne sais pas, encore un peu, je mettrais des mots arabes dans la langue française. Si on pouvait, si j'étais à l'Académie française, je leur demanderais de mettre le mot bait à la place de mot maison, parce qu'il fait plus bête. Je demanderais qu'on mette le mot tariq, tariq est beaucoup plus que rue, fi tariq. J'aimerais... Je suis entre deux mondes et j'aimerais réunir ces deux mondes ensemble, les mettre dans le même moule, que la Méditerranée ne soit pas une frontière entre l'Occident et l'Orient, qu'elle soit un lieu de passage et pour les ramener l'un à l'autre, plier l'Occident sur l'Orient. Ma vie s'enlise, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. تحت نهر السان اللي ذكرته فينيس خوريغاتا بكتبها واللي كل المشاهير بيحبوا يتمشوا حده. فينيس خوريغاتا عرفنا قد ايه الادب والكلمات هن منفذ لكل بؤسة ولكل مشاكلها، بتحب تخبر كل شيء في بقلبها، ولكن بعد في كتير اسرار بدها تحكي عنها من بعد هالبريك الاعلاني. S'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Donc pour vous, un beau livre, c'est une belle histoire, un beau style, du caractère, tous les trois ensemble. Pour moi, il faut qu'il y ait une histoire. Les éditeurs qui publient simplement des textes, comme ils les appellent, qui sont des textes de laboratoire de recherche de l'écriture, ils ne vont pas vers l'humain, ils ne vont pas vers l'homme, ils ne vont pas vers les souffrances de ce monde, vers sa cruauté, vers son bonheur. J'aime qu'il y ait une histoire, qu'elle soit bien racontée, mais pas dans un langage qu'on a déjà entendu. Dans Le Facteur des Abruzzes, il fallait que je trouve une autre forme d'écriture pour raconter ce village d'Albanais qui sont venus de l'Albanie s'implanter dans les Abruzzes italiennes et qui ont tous le même groupe sanguin, et qui, parce qu'ils vivent ensemble, parce qu'il y a une consanguinité, parce qu'ils se marient ensemble, et qu'ils n'ont jamais
voulu se marier ailleurs avec d'autres, avec des étrangers. Donc il fallait des gens candides qui ont apporté toutes leurs habitudes, leurs coutumes, la dette de sang. On tue celui qui nous a humiliés, on tue celui qui a tué un des nôtres, on tue celui qui a défloré ma sœur, par exemple. Et il fallait trouver des gens rudes, rupestres, je dirais, faits de la même écorce que les arbres, faits du même roc que les abruzzes, et les faire vivre sur mes pages. Ils ne doivent pas être intelligents, ils doivent être intelligents du cœur, ils doivent être naïfs, ils doivent leur parler à eux qui n'a rien ni de philosophique, ni de le langage des paysans, qui en même temps qui comporte de la sagesse et de la puérilité et en même temps une certaine naïveté. Donc à chaque livre, à chaque sujet, à chaque roman, j'invente son écriture. Il faut chaque fois que j'écrive autrement. Et je mets beaucoup de temps à trouver le ton. J'aimerais vous citer des mots et si possible que vous me donniez des définitions. Je commence par la famille. C'est magnifique et j'en suis privée depuis très longtemps. J'aurais voulu, comme je réunis tous mes livres sous le même toit, j'aurais voulu réunir tous mes enfants autour de ma table les dimanches, les samedis, mais malheureusement nous sommes éparpillés, les uns sont au Liban, les autres sont ici, et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié. Il y a une semaine, quand j'étais au Liban, ils ont été d'une générosité, les Libanais, extraordinaires avec moi. J'ai été très heureuse de trouver qu'autour de la table de ma fille Jenny, elle avait pu réunir mes sœurs, mes fils, mes petits-enfants. Ça, la famille, c'est ça, autour d'une table. Et la cuisine faite par la mère. C'est purement libanais. Purement libanais. Le bonheur ou les moments de bonheur. C'est quand je termine une bonne page et que j'arrête mon ordinateur et je me dis, ma fille, tu as réussi cette séquence que tu portais dans ta tête toute la nuit et qui t'a empêché de dormir, te disais par quel bout la prendre. La solitude. Elle est très bonne, la solitude, c'est ma meilleure amie, la solitude. Ouf, elle est formidable, sans la solitude, je n'aurais pas tellement écrit. Et si je vous dis le Liban? Oh, je le transporte en moi depuis tant d'années. Il est différent quand je le retrouve là-bas. Mon Liban, c'est celui de Psharri, c'est Psharri, c'est la Ouédé An-Noubine, c'est le village où j'ai grandi. C'était le seul grand moment de bonheur quand on quittait Beyrouth, qu'on passait une journée entière dans l'autobus pour arriver dans le bus pour arriver à Psharri. Dès que j'arrivais à Hassoun, il y avait le cœur qui commençait à battre comme un gong. Et j'arrivais là-bas, on enlevait nos chaussures, nos chaussettes, et on courait avec les enfants du village, et on grimpait dans les arbres, on mangeait les fruits directement de l'arbre, on jouait à cache-cache dans les cercueils que mon oncle, charpentier, menuisier de cercueils, qui donnait à tous les Liban Nord ces cercueils, on jouait dans les cercueils. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort. La mort, je l'ai complètement apprivoisée depuis l'âge de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans. L'avenir? L'avenir, c'est que mes enfants vivent beaucoup plus longtemps que moi, que mes livres me survivent, que les gens que j'aime ne meurent pas, ne partent pas, qu'ils ne me tournent pas le dos. Je suis une fidèle à ces amitiés. Quand quelqu'un est mon ami, il est mon ami pour toujours. Je ne comprends pas quand on ne m'appelle plus, quand on ne me demande plus ce que je deviens. Je ne comprends pas ça. J'aime qu'on m'aime. On ne peut pas ne pas vous aimer. Vous êtes tellement aimable et tellement généreux. C'est gentil. On ne peut pas ne pas vous aimer. En tout cas, vous pensez revenir au Liban et peut-être
pour de bon? On m'invite très généreusement au Liban. Ça fait 20 ans qu'on m'invite à y aller 1 fois, 2 fois l'an. J'y vais toujours, avec grand plaisir. Malheureusement, je ne vais pas rester longtemps. Je suis mère de 2 chattes. De 2 chattes diaboliques qui fuguent dans la nature, qui vont chez les voisins demander à manger, qui ne rentrent pas à la maison à 2 heures du matin. Donc, j'ai peur de perdre... Mes enfants partis, j'ai pris des chats, pardon. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tout l'amour aussi pour votre famille. Mais comme vous avez dit, la solitude habitée par l'écriture, par les livres, par les chats, par la nature. Ça, par mes coups de fil le soir, dans mon lit, j'appelle mes 3 enfants au Liban. Je leur dis, vous êtes rentrés chez vous? Ils me disent oui, nous sommes des grands, nous avons été mariés, nous avons divorcé. Cesse de nous demander tous les soirs si nous sommes bien rentrés à la maison. Vénus Rouet-Gata, merci beaucoup. Ce qu'on peut dire, la moindre des choses, c'est que vous êtes la vraie maman libanaise. Merci, merci Karen. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes une merveilleuse intervieweuse, plus qu'une intervieweuse. Vous sondez l'âme des gens, vous posez les questions qui les font sortir de leur bulle. Je ne croyais jamais m'exhiber autant. Je l'ai fait, je ne le regrette pas, parce que c'est vous qui me posez ces questions. Vous êtes une grande dame avec un très grand cœur, d'une générosité rare, et vous avez surtout encore beaucoup d'amour à donner. C'est moi qui vous remercie. Très partagé. Merci beaucoup. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque. هيك اليوم من بعد هالنهار الرائع عند الكاتبة العظيمة فينيس روي-غاتا اللي استقبلتنا ببيتها وخلتنا نكتشف معها حياتها الرائعة. في أقول إنه بهالحلقة رح نتعرف على الإنسانة وراء هالكاتبة، هالامرأة اللبنانية اللي ربيت بعائلة ببشرة مع بي كان بده يعمل خوري، ولكن تعرف على أمها ممرضة وتجوزها. عاشت ببيت وين الضحكة ممنوعة، وين الموسيقى ممنوعة، وين ما بيصح لهم يقروا إلا الكتب المدرسية. من هيك اليوم عندها عطش للكتب، عندها عطش للقراءة والكتابة. من قدام المقهى المشهور كافيه دو فلور المحبب على قلب فينيس روي-غاتا، واللي هو كان مصدر وبعده مصدر وحي للكثير من الكتاب الفرنسيين وغير الفرنسيين. أنا بودعكم وبقول لكم إنه الثقافة هي بكل العالم زينة الحضارة. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me souhaitez revoir cette émission et pour plus d'infos, visitez notre site internet www.mtv.com.lb.